Merci Jamil d'être venu dans le podcast Merci de Univers l'invitation. Visionnaire. On est vraiment très heureux de te recevoir. Merci. Mais là, on aimerait aller à la base. Qui est Jamil? OK. Je sais que tu es venu à Montréal à l'âge de 8 ans. Donc, j'aimerais qu'on commence avec cette partie-là. Ben, c'est simple. Je viens du Bangladesh. Je suis né au Bangladesh. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est en Asie, près de l'Inde. J'ai été adopté par des Québécois à l'âge de 8 ans. Donc, la meilleure famille, je suis tombé sur une incroyable famille. Mon père s'appelle Richard Demers, ma mère Louise Ringuet. Ils ont adopté un autre garçon avant moi, qui est mon frère, sud-coréen. Il s'appelle Nicky Demers. Très fier de lui. C'est mon modèle, c'est mon idole. Ça, c'est mon histoire courte. Après ça, j'ai grandi au Québec. J'ai grandi à Montréal, à Rosemont. J'ai étudié, j'étais au secondaire à Regina Sunta, qui est une école de sœurs privée. L'année où j'ai été accepté, c'est l'année qui a accepté des garçons. Avant, c'était une école de filles seulement, sœurs avec les habits. C'est très drôle. Donc, dans ma classe, on était 4 garçons la première année, 36 filles. Wow. Donc, voilà, ça, c'était le fun dans ce moment. Puis, il n'y avait pas d'autres garçons, donc Pas de compétition. pas de compétition. Mon frère, lui, allait à Jean-Eudes. OK. Donc, 2 écoles privées, 2 écoles secondaires privées. Par la suite, j'étais à l'UQAM et au HEC. En comptabilité, j'étais très bon dans les calculs, dans les mathématiques. Entre-temps, j'étais sportif de haut niveau. J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. Mes parents, ils voyaient que j'avais beaucoup d'énergie, donc je jouais au hockey, j'ai fait du ski alpin, de la compétition de ski, Ah ouais. ping-pong, badminton. J'étais très bon. J'étais même classé au Québec à ping-pong, deuxième au Québec. Grand sportif. Grand sportif. Puis évidemment, mon sport de prédilection, c'est soccer. Soccer, j'ai fait ça au niveau. J'ai joué l'équipe du Québec toute ma jeunesse. J'ai 4 championnats canadiens que j'ai gagnés avec le Québec. J'ai fait Canada, j'ai fait semi-pro au Canada. Dans le temps, il y avait une ligue semi-pro. On jouait contre des équipes de Ottawa, Toronto, Hamilton. On voyageait, c'était le fun. Il n'était pas bien payé parce qu'il n'y avait pas vraiment de budget, mais c'était surtout pour la passion. Mais j'avais quand même 16 ans. Donc, j'étais semi-pro à 16 ans. Quand même. J'étais le plus jeune de la ligue. J'étais un des plus jeunes avec mon équipe, donc c'était le fun. Par la suite, je suis parti faire des essais puis jouer en Europe. Donc, vers 18 ans, là, j'ai 18 ans, j'ai un agent qui m'a emmené en France. Ah ouais. Donc, j'ai été joué en deuxième division là-bas. Puis aussi, troisième division sur l'île de France. L'île de France veut dire Paris et la région. Par la suite, vers 22 ans, la carrière a pris une direction différente. Je suis revenu à Montréal, je suis retourné aux études, j'ai joué avec l'UQAM au soccer. Et en même temps que je jouais à l'UQAM et à l'université, j'ai trouvé mon deuxième métier, qui était concierge d'hôtel à Montréal. Un concierge d'hôtel, c'est une personne qui aide les gens lors de leur voyage avec les billets de spectacle, les restaurants, les limousines. Donc, j'étais comme leur ami aux clients. Donc, j'ai un bureau dans le lobby de l'hôtel, j'avais mon bureau. Puis après leur check-in, ils venaient me voir. Bonjour Jamil, on vient d'arriver à Montréal, des gens de New York, à travers le monde. Ils me disaient, qu'est-ce qu'on peut faire à Montréal? Donc, je parlais des activités, des événements, où on peut aller, où on peut manger. Des fois, j'avais des demandes de mariage. Donc, peux-tu me préparer des fleurs dans ma chambre, envoyer du champagne? Oui, absolument. Puis, j'avais aussi, dans la conciergerie, il y a un réseau qui s'appelle les Clés d'Or. Donc, c'est un titre au niveau international pour reconnaître les meilleurs concierges. À Montréal, il y en avait à peu près une vingtaine de Clés d'Or dans les différents hôtels, le Ritz-Carlton, Four Seasons, l'Intercontinental, le W. Moi, j'avais la chance dans mon hôtel, on en avait 4 Clés d'Or, dont moi. Puis, pour avoir le titre de Clé d'Or, il faut faire un minimum de 5 ans de conciergerie et un examen à passer. Et tu dois passer l'examen parce que l'examen dure 2 ans. OK, wow. Donc, ils font des tests téléphoniques, il y a des tests écrits, il y a des clients mystères, puis le service doit être tout le temps 5 étoiles top. Puis, un Clé d'Or, quand vous voyez un Clé d'Or, vous allez remarquer qu'ils ont des clés sur leur veston ou leur habit. C'est des clés en croix, en or. Donc, quand vous voyez un concierge Clé d'Or, vous pouvez aller le voir, ça va être votre ami parce qu'il va s'occuper de tout. Et le service est totalement offert gratuitement par l'hôtel. Donc, c'est le fun d'avoir ça. D'habitude, un concierge Clé d'Or est dans les hôtels 4 et 5 étoiles. 3 étoiles, ils n'ont pas nécessairement. Le budget, c'est quand même très dispendieux. Mais souvent, on les voit absolument 5 étoiles. Certains 4 étoiles ont en eau. Puis les palaces, évidemment, ils ont des concierges et ils vivent que de ça. Quand vous allez en France, souvent les directeurs d'hôtel, c'est des concierges Clé d'Or. Donc, ceux qui gèrent la réception, les portiers, les valets, les bellmen, les chasseurs qui disent
Ceux qui chassent les bagages, ils vont courir pour les bagages et tout. Donc, ça, c'était mon métier mon deuxième métier après le soccer, entre mes 22 ans et mes 34 ans. Vous allez savoir mon âge en faisant vos calculs. Mettons, on va dire que j'ai 35. Euh, Puis depuis à peu près les 7-8 dernières années, je suis devenu courtier immobilier. Courtier immobilier avec Remax à Montréal. Donc, et ça va super bien. Je suis parmi les plus performants au Québec avec Remax. Donc voilà. Voilà un petit peu un résumé de ma vie à quelques lignes. Très, très intéressant. Puis moi, j'aimerais ramener ça quand tu es venu ici. Comment tu as trouvé le Québec? Parce que tu avais quand même 8 ans, tu avais quand même une certaine conscience. Est-ce que ça t'a fait de quoi quitter le Bangladesh pour venir? J'ai quitté le Bangladesh, mais en même temps, j'étais excité parce que je comprenais que je partais pour une meilleure vie. Le Bangladesh, comme vous le savez, a gagné plusieurs fois le titre du pays le plus pauvre au monde, avec Haïti. Donc, c'est pas un titre à avoir, mais bon. Donc, je pense que ma famille, puis j'ai compris, je leur ai reparlé dernièrement, la raison pourquoi ils m'ont envoyé au Canada, c'est pour que j'aie une meilleure vie, puis que je puisse revenir et s'occuper d'eux. Parce que je suis le plus jeune de la famille on était une famille de 8 enfants. Et je suis le plus jeune. Le plus jeune et le plus boss, comme on dit, j'ai bossé tout le monde. Et ma mère, elle a vu le potentiel, elle a dit, lui, il a l'énergie, il va revenir. Donc, voilà. Mais quand j'ai été adopté, malheureusement, le lien a été perdu avec la famille au Bangladesh. Puis, ils m'ont retrouvé, c'est une belle histoire. Ils m'ont retrouvé par Facebook il y a 4 ans. Puis ils m'ont dit, puis par la suite, j'ai été les voir au Bangladesh il y a 2 ans. Donc, c'est une belle histoire. ouais. C'était comment le retour? C'est bien, mais comme ma famille, elle est ici maintenant, ma famille québécoise, et malheureusement, je ne parle pas bengali. Donc, la communication, quand j'étais les voir, était limitée. Ils parlaient un petit peu anglais. Et pour moi, ça restait un petit peu des étrangers parce que j'ai quand même perdu contact pendant longtemps. J'étais content de voir ma famille, j'étais content de voir mon sang. Mais je reste en contact avec eux, évidemment. On se parle, je leur envoie des cadeaux. Puis j'essaie d'aller les voir une fois ou 2 ans. Donc, je suis dû pour cette année, en fait. OK. Mais moi, ce que je voudrais savoir, dans le fond, ce que je trouvais ça intéressant, c'est que j'avais vu, ben, de ce que j'ai entendu, tu avais une bonne lignée en tant que concierge. Mais c'était quoi le point tournant qui a fait en sorte que t'as pivoté au courtage? C'est drôle, beaucoup de monde me pose la question pourquoi je laisse la conciergerie que j'adorais parce que je travaille avec le public, c'est le fun. La concierge, c'est un super métier, c'est vraiment un métier, c'est pas un travail temps partiel, c'est faire la passion du client, le service à la clientèle. Mais c'est un travail où on travaille le soir, Ok. l'été, c'est un travail de tourisme. Donc, à Montréal, le tourisme, c'est de la haute saison de mai à novembre environ. Donc, pendant ce temps-là, tu ne prends pas de vacances. Donc, j'ai raté les barbecues, j'ai raté les parties, comme on dit. Je travaille le soir surtout. Donc, moi, mon chef, c'est comme le troisième sur la hiérarchie. Donc, j'avais mon horaire de mercredi soir à dimanche soir. Donc, évidemment, je ratais tous les événements. Puis, mon chef finissait vers minuit à l'hôtel. Donc, à minuit, tout le monde a fini de travailler. Donc, et le salaire non plus n'était pas énorme. Donc, moi, j'avais des ambitions d'être plus... Je voulais acheter une maison, je voulais avoir une voiture, je voulais avoir une famille. Puis avec le salaire de concierge, on vivait bien pour Québec, mais tu n'avais pas une vie de luxe. Et moi, je surfais le luxe, puis je dis, wow, un jour, j'aimerais ça expérimenter puis gagner à l'auto pour vivre cette expérience. Ben, juste pour nous situer, on parle de quel salaire? Dans le temps, quand j'étais à l'hôtel, on était à peu près à 50 000 OK. de salaire payé par l'hôtel. Puis on avait des pourboires. Donc, les clients, des fois, nous donnaient des petits boires, dire merci pour la recommandation du restaurant, merci pour les fleurs, un petit 5 $, un petit dollar. Donc, avec les pourboires, on s'en sortait peut-être un 5-10 000 de plus par année, Tu vois. qui est le fun. Donc, ça te permettait d'avoir de l'argent de poche, mais bon. Moi, j'étais ambitieux. Et mon meilleur ami, qui s'appelle Ayman, lui, il était banquier, il faisait des hypothèques à la Banque nationale dans le temps. Il m'a dit, Jamil, je travaille avec des courtiers immobiliers, je te vois bien comme courtier. Là, il dit, courtier, c'est quoi ça? Il m'a dit, c'est des agents d'immeubles, ils vendent des maisons et tout ça. Il dit, mais c'est pas pour des papiers. Dans ma tête, j'avais comme une image d'une personne vieille qui travaillait avec une mallette, qui était plate. Je dis, ben non, c'est pas pour moi. Il dit, oui, je te jure. Il dit, va voir, il y avait une série qui commençait, ça s'appelle $1 Million Listing à New York. Il dit, va voir cette série-là. Avec Josh Altman. Ouais, exactement. Là, je dis, OK, je l'écoute. Après la première émission, j'ai fait les recherches pour trouver les cours. Je me suis inscrit au cours. J'ai dit, waouh, c'est une belle vie parce que dans $1 Million Listing, ils nous font rêver. Ils vendent des maisons de $1 million, ils se promènent à Porsche, ils ont des vestons. Je dis, waouh, c'est la vie que j'aimerais avoir. Mais on n'est pas à New York, on est à Montréal. Donc, j'ai été faire mes cours.
Donc, je faisais des cours du lundi au vendredi le matin jusqu'à 2 heures, puis à 3 heures, j'allais travailler à l'hôtel. Donc, j'avais, pendant 6 mois, Ok. beaucoup de sacrifices. Donc, mais ça m'a donné... J'ai passé à travers les cours. J'ai eu 100% dans tous mes cours parce que j'aimais ça. Par la suite, puis ça, c'est en 2017. Fin 2017, puis j'ai eu ma licence vers 2018. Par la suite, j'ai gardé encore l'hôtellerie quelques mois parce que je n'étais pas sûr que ça allait marcher pour moi. Et j'ai perdu 2 deals pendant que j'étais à l'hôtel parce que je ne pouvais pas répondre aux clients. J'étais occupé à l'hôtel. Ah. Et les clients m'appellent en disant, jamais on a été visiter de la maison, qu'est-ce qu'on fait? Malheureusement, il y a une règle dans l'immobilier, c'est que si tu visites sans ton courtier ne peut pas être payé la commission. Là, je dis, malheureusement, vous avez visité sans moi. J'ai obligé de rester avec l'autre courtier. Dans le temps, c'était ça les règles. Maintenant, les lois ont changé, il faut se faire représenter et tout. Mais dans le temps, tu n'étais pas obligé de te faire représenter par un autre courtier. Donc, les clients m'ont dit, ben, on a visité avec un tel, est-ce qu'on peut faire une offre? Il dit, laisse-moi appeler le courtier. Et donc, on appelle le courtier, il m'a dit, ben, tu n'étais pas là à la visite, tu peux faire l'offre, tu ne seras pas payé. Puis la commission représenterait presque le salaire de mon année. Ah. Et là, j'ai pris une décision, je dis, OK, comme je ne suis pas à temps plein à l'immobilier et je suis trop encore à l'hôtellerie, je vais arrêter ça et je me mets temps plein à l'immobilier. Donc, pour un conseil pour les courtiers qui ont 2 jobs, on ne peut pas être temps partiel ou à moitié à l'immobilier parce que le client peut avoir besoin de toi n'importe quand. Elle peut t'appeler n'importe quand. Puis si tu es occupé à d'autres choses, ben, tu peux rater une vente. Tu peux rater parce que l'immobilier va tellement vite. Puis surtout qu'il y a une maison qui est en demande, peut partir rapidement avec 2-3 offres. Donc, il faut être disponible. Donc, j'ai pris la décision de quitter l'hôtel. En octobre, je m'appelle, j'ai lâché l'hôtel en octobre 2018. Ça m'a fait mal, mais grâce à ça, l'année suivante, j'ai doublé mon chiffre. En fait, j'ai quadruplé mon chiffre de l'hôtellerie que je faisais en salaire d'immobilier. Parce que je travaillais 7 jours sur 7. Je me réveillais à 6h30 le matin et je dormais genre à minuit. Je répondais à toutes les personnes. Je faisais toutes sortes de visites. Je ne refusais aucun client. Je faisais des locations, des achats même où je partais. Je pense que je me rappelle, un de mes premiers clients, il m'a fait faire visiter 40 maisons. Comme je n'avais pas l'expérience, puis je n'arrivais pas à le guider comme il faut, je le suivais. Je suivais à des maisons. Il dit, jamais je veux voir celle-là, celle-là, celle-là. Donc, pendant à peu près 2 mois, on a vu une quarantaine de maisons. Ça veut dire aussi que le client ne savait pas ce qu'il voulait. Ouais, clairement. Puis moi, je n'avais pas l'expérience de le guider comme il faut. Mais c'est normal, je commençais. Puis au niveau du salaire, mais avec les heures que j'ai mis, j'ai quadruplé le salaire que je faisais de l'hôtellerie. Puis j'ai dit, OK, si on travaille beaucoup, on met les efforts, le salaire suit en conséquence. Fait que ça, c'était dès la première année en immobilier. Ouais. Je fais ma première année. L'année suivante, plus d'expérience, plus organisé, déjà des clients qui commençaient à me référer. J'ai encore doublé mon chiffre de l'année d'avant. La 3e année, j'ai redoublé encore. Et là, je commence à être un plateau parce que je ne peux pas être partout. J'ai commencé à engager une adjointe. On offre des services. Puis depuis début de l'année, en 2025, ben, j'ai une 2e adjointe. Donc, on offre encore plus de services aux clients. Puis on vous reviendra sur le service qu'on offre aux clients, vous allez adorer. Pas de problème, parfait. Mais si je comprends bien, dans le fond, depuis tes débuts en courtage, tu n'as jamais songé à embarquer dans une agence ou quoi que ce soit? C'était vraiment sur le tas par toi-même? Oui, mais dans l'immobilier, il faut que quand tu reçois ton permis, tu dois travailler avec une agence immobilière. C'est une règle parce que tu commences et tout. Donc, moi, j'avais choisi, mais au début de ma carrière, les quelques mois, une agence indépendante qui me permettait d'être souple avec mon travail puis rester à l'hôtellerie. Ils m'ont dit, fais-le, travaille, on va t'aider. Mais ils prenaient une bonne commission. Ils prenaient la moitié de ma commission. Ouais, OK. Puis, j'ai décidé de partir avec Remax quand j'ai lâché l'hôtellerie en disant, j'ai besoin d'une bannière reconnue au niveau international. J'ai envie de travailler avec la plus grosse bannière au Québec. Donc, je suis parti avec Remax vers 2018 et depuis ce temps-là, j'adore Remax. Il m'apporte beaucoup, évidemment. Oui, ça coûte cher. Les frais sont super chers. Donc, il t'oblige à travailler, en fait. Tu peux pas rester à la maison puis te dire, je vais attendre que quelqu'un m'appelle. Parce que sinon, tu es dans le déficit puis tu dois de l'argent à Remax. Mais comment tu as fait pour développer ta clientèle? Ça, c'est une bonne question. C'est que j'ai joué au soccer au niveau, donc j'ai connu quand même le réseau de soccer au Québec. Comme j'ai joué au niveau, je connaissais les joueurs de l'Impact. Dans le fond, CF Montréal s'appelait l'Impact. Donc, je connaissais les joueurs de l'Impact, je m'entraînais avec eux. Il y a les réseaux de l'hôtellerie. L'hôtellerie, comme je travaille avec tous les restaurateurs, tous les gens d'événements, les Cirques du Soleil, les Canadiens de Montréal. Donc, puis j'ai une facilité avec les gens à devenir amis. Donc, tous ces gens-là, je les ai gardés comme réseau. Puis une fois que je suis devenu courtier, j'ai envoyé un message à tout le monde en disant, hey, je suis courtier maintenant. Si jamais tu veux vendre, acheter ou louer, pense à moi ou réfère-moi des gens.
Et petit à petit, les gens ont commencé à m'envoyer des clients ou à acheter pour eux-mêmes. Puis comme ils ont vu le service, puis je pense que grâce à la conciergerie au Clé d'Or, mon service dans l'immobilier était vraiment très carré, très professionnel. Ils ont aimé le service, puis ils m'ont référé les gens. Donc, c'est mon réseau de l'hôtellerie et de soccer qui m'a beaucoup aidé dans l'immobilier. J'ai cette chance-là par rapport à d'autres courtiers qui commencent, qui n'ont pas de réseau. Voilà, c'est comme... Il ne faut pas penser que on va dans l'immobilier puis des gens vont nous appeler. C'est quoi le réseau que tu as? Qu'est-ce que tu as fait comme pour développer? Puis souvent, je vois actuellement beaucoup de jeunes courtiers immobiliers, 18, 19, 20 ans, ils commencent leur vie, c'est normal, ils ne font pas de réseau. Donc, eux, ils doivent développer d'une autre façon. Les appels, les porte-à-porte, travailler dans une équipe et prendre l'expérience dans une équipe. Donc, c'est différentes façons de faire. Moi, j'ai la chance d'avoir un réseau d'hôtellerie et de soccer et je l'ai développé aussi, il a entretenu le réseau. Donc, ça m'a aidé. C'est grâce à ça que j'ai pu faire des transactions. Fait que ça a été un très, très bel investissement d'avoir été dans ce réseau-là, parce que non seulement ça t'a permis de peaufiner ton service envers les clients, Ouais. mais quand tu as fait le pivot vers l'immobilier, tu l'as utilisé justement. J'ai optimisé, maximisé, optimisé. J'ai poussé. J'ai pas été gêné parce que des fois, on est gêné de solliciter des clients en disant hey, on se connaît, veux-tu acheter, vendre? C'est gênant, mais j'ai foncé parce que je savais que si je fonçais pas, ben, je n'allais pas réussir. Puis, est-ce que tu avais un mentor dans le temps? Parce que... Malheureusement, j'ai pas eu cette chance-là parce que les gens que j'ai observés, j'avais un Georges Bardagy. Georges Bardagy est très connu avec Remax, c'est un des plus gros courtiers au monde même. Il travaille à Outremont, à Montréal, Ville-Mont-Royal et tout. Lui, c'était ma référence. Je le voyais aller, je dis waouh, il y a une belle équipe, il y a une belle énergie. J'avais aussi, je regardais les Joseph Montanaro, c'est un courtier qui travaille le luxe à Westmount. Donc, je dis, j'aimerais ça avoir ce niveau-là, atteindre ce niveau-là. Donc, c'est des mentors de loin, sans leur avoir parlé, parce que je ne les connaissais pas. Puis, dans le temps, je trouvais qu'ils n'étaient pas accessibles. Puis moi, je commençais, donc, j'ai pas pris la chance de les appeler. Mais c'était mon genre de mentor de loin. Mais moi, j'ai fait beaucoup de essais-erreurs. Aussi, j'ai l'expérience de vie. J'ai commencé quand même à 34 ans l'immobilier. J'ai pas commencé à 18 ans. Donc, j'ai une expérience de vie où j'ai pris des risques. Puis, ça ne me dérangeait pas de me casser la gueule parce que j'avais une expérience de vie qui me permettait de prendre ces risques-là. Tu sais, un jeune homme de 18, 19, 20 ans qui commence puis il veut prendre ces risques-là, il n'a pas vécu les échecs ou les déceptions ou se faire briser le cœur et passer à travers. Donc, Mais quand tu parles justement d'échecs et... Bon, on va pas parler de cœur, mais quand tu parles d'échecs, toi, quand tu parles de ça, c'est quoi qui te vient en tête? ben, un de mes premiers échecs, je dirais, c'est au niveau du soccer, ma carrière professionnelle. Si j'aurais été plus patient et j'aurais pris, j'aurais pris d'autres décisions, je pense que ça a vraiment abouti. J'étais impatient, j'étais jeune, je pensais que j'étais meilleur que les autres. Quand ils m'ont fait un petit contrat, j'ai pas accepté. J'ai dit non, je mérite plus que ça. Je suis revenu à Montréal. Donc, ça, c'est un échec où je regrette pas. Ça m'a permis de passer à travers, mais c'est un petit échec pour moi. Je pense que j'aurais pu parce que j'avais deux autres amis qui jouaient. Puis eux, ils ont accepté le contrat. Puis par la suite, je les ai vus jouer en première division. Puis je les ai vus à la télé. Je dis comme, oh. Pourtant, j'étais dans le temps aussi bon, sinon meilleur qu'eux. Mais ils ont accepté, ils ont pris les shots. Donc, je dis, c'est pas grave, c'était pas pour moi, malheureusement. Puis l'autre échec, c'est que j'aurais aimé ça investir dans l'immobilier plus tôt. Là, je baigne là-dedans, mais quand je faisais un peu d'argent dans l'hôtellerie, ben, j'en profitais pour aller sortir au restaurant, je dépensais. J'ai acheté mon premier condo quand même très jeune, je l'ai acheté à mes 25 ans. Mais j'ai eu l'aide de mon père qui a co-signé parce qu'avec mon salaire, je ne me qualifiais pas seul. Donc, il fallait avoir co-signateur. Puis, je me rappelle, mon premier condo m'a coûté 220 000 dans le temps. J'étais vraiment content. C'était l'achat de ma vie. J'étais le gars le plus heureux. J'en parlais à tout le monde. Donc, ouais. Donc, sinon, dans le dos d'échecs, oui, il y a eu des échecs amoureux. Sinon, échecs professionnels. Actuellement, dans l'immobilier, des fois, il y en a. On perd des mandats, on perd des clients. Donc, c'est des petits échecs, mais il faut passer par-dessus parce que ça fait partie de la game. Est-ce que tu as déjà perdu de gros mandats? Oui, parce que j'avais pas nécessairement l'expérience dès le début de ma carrière. Et parce que des gros mandats, des fois, c'est pas juste d'attendre que quelqu'un t'appelle. Il faut aussi aller le développer, la maison. Donc, exemple, j'avais un super condo à l'île des Sœurs dans le début de ma carrière. J'ai eu la chance qu'on l'avait affiché à 1,4 million. C'était gros pour moi. J'ai commencé l'immobilier, c'était ma deuxième année.
Je mets les belles photos, je les mets sur Centris, mais c'est pas juste de le mettre sur Realtor, Centris, Remax et d'attendre. Il faut peut-être appeler des clients. Hey, avez-vous vu le condo? Ça pourrait vous aider. Appeler des courtiers dans la région qui ont vendu ce genre de condo-là. Dire, hey, as-tu des clients pour moi? Donc, faire plus que juste attendre. Et j'avais pas cette expérience-là. Puis, malheureusement, le client voyait qu'il n'y avait pas beaucoup de visites. Le prix avait du sens par rapport au comparatif que j'avais vu. Il l'a enlevé, il l'a donné à un autre courtier. Et ce courtier-là avait vendu un petit peu moins cher que ce qu'on avait affiché. Mais il a vendu parce qu'il a fait le travail, je pense. Et ça m'a fait ce petit échec pour moi. Donc, j'ai appris à dire, OK, lui, il l'a vendu. Pourquoi il l'a vendu? Puis, je l'ai appelé en disant, hey, bravo, tu l'as vendu. Moi, je ne l'avais pas vendu. Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, ah. Puis j'ai appelé quelqu'un de mes contacts, puis il y en a un de mes contacts qui le voulait. Alors, OK, je dis, OK. Donc, il a fait plus que juste l'afficher. Tu étais ouvert justement à aller comprendre justement. Oui, je l'ai appelé en disant, comment tu as réussi à le vendre plus rapidement que moi? Pourtant, je l'avais pendant 6 mois. Je comprends pas. Ouais. Mais je suis curieux parce que concernant l'immobilier, parce que je sais qu'il y a plusieurs comme brackets, ce que j'ai apprécié, j'aime de ton histoire, c'est que j'ai l'impression que d'entrée de jeu, tu peux me corriger si c'est pas le cas, peut-être d'entrée de jeu, tu as été déjà dans du high listing, je dirais. J'avais les deux. J'ai eu la chance, comme je revenais du réseau de l'hôtellerie, j'avais des clients quand même assez aisés qui sont propriétaires de restaurants et tout, qui me donnaient des mandats en disant, hey, veux-tu vendre mon condo? As-tu eu de l'expérience? Je dis, oh, t'en fais pas de l'expérience. Puis il dit, ouais, je te fais confiance. Donc, il me donnait la chance, mais malheureusement, il y a 2-3 fois, je me suis planté. Mais justement, sur ce point-là, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, peut-être ils sont en ce moment à l'école, ou peut-être ils sont déjà sur le terrain, qui commencent, puis c'est pas la même game, disons. Ça a de l'air de quoi, justement, vendre des listings qui soient à 1 million, à 2 millions, à 5 millions? Est-ce que c'est littéralement différent que, on parle de maisons, on va dire, à 600 000, comme quelques courtiers qui vendent? Comment est la game? C'est sûr que le marché comment on va dire, le marché populaire qui est les maisons de 600 000 et moins, c'est les marchés où il y a plus de demandes. C'est des familles qui sont... Le budget pour acheter ces maisons-là, c'est actuellement le marché le plus difficile pour les acheteurs parce qu'il y a beaucoup de compétition. Puis pour les courtiers vendeurs, ben, c'est plus facile parce qu'il y a énormément d'acheteurs pour ce genre de produits-là. Mais quand tu dépasses le million, le 2 millions, où c'est des maisons de prestige, où souvent, il y a aussi les clients qui vendent des maisons de haut de gamme, des fois, ils personnalisent la maison un peu, donc qui ne fait pas l'affaire de tout le monde. Mais il faut amener la vision en disant aux acheteurs, il faut le modifier. Oui, c'est cher, oui, c'est trop personnalisé, mais vous pouvez le dépersonnaliser pour vous. Donc, c'est le même travail avec un peu plus de marketing, un peu plus de sollicitation. Puis, des fois, les nouveaux courtiers ne comprennent pas que des maisons qui ont besoin un peu plus d'attention, ben, il faut mettre l'énergie, il faut mettre un peu plus de budget, il faut mettre un peu plus d'argent au niveau de mise en marché. Mise en marché veut dire des belles photos, des photos de drones, des plans, du staging. Moi, toutes mes photos, à chaque fois que je vois un appartement, puis maintenant, on a la chance, on a AI, l'intelligence artificielle, on peut modifier une photo facilement. On n'a pas besoin de payer la compagnie des photos pour eux qui le modifient à 75 $. Tu peux le faire avec AI, tu t'abonnes au compte professionnel. Moi, je fais tous mes photos, ils sont modifiées par le AI. Tous mes appartements que je vends, des fois, ils sont vides. Je ne vais pas vendre un appartement vide. Donc, je les homestage en mettant des sofas, une salle à manger, des lits, des plantes, pour qu'ils puissent voir, pour se projeter, parce que les clients, ils n'ont pas l'œil comme nous, les courtiers. Nous, on voit le potentiel dès le début parce qu'on est habitué de voir des maisons. Mais l'acheteur, s'il ne voit pas qu'il y a un sofa là, il dit, ah, c'est petit. Ouais. Non, c'est pas petit. Si vous mettez le sofa comme ça, la table comme ça, Il y aura plus il y a de la d'espace. d'espace. Il faut les projeter dans le fond. Projeter. Donc, en mettant des photos où, même un exemple, dernièrement, il y a une maison où la chambre était encombrée. Puis il avait une couleur verte. Avec l'AI, j'ai mis une couleur blanche, tous les murs. Et je dis à l'AI, enlève-moi tout dans la chambre, puis mets-moi juste un lit avec un bureau et une plante. Pourtant les clients disent, waouh, la chambre est belle, mais quand ils sont arrivés sur place, ils disent, ah, et où cette chambre-là? Celle-là, c'est juste que là, il y a beaucoup de stock avec la personne. Pensez que quand vous l'enlevez, c'est comme ça que vous allez avoir. Ah, dit parfait. Et on l'a vendu grâce à ça. Parce que le client a visualisé, il dit, je cherchais cette chambre-là, mais je ne la vois pas. Mais c'est celle-là, la chambre. OK. Moi, juste avant d'embarquer dans le AI, c'est quel conseil que tu aurais pour un jeune qui aurait aimé développer le marché du haut de gamme dans l'immobilier? S'il faudrait avoir un mentor ou se mettre dans une équipe qui travaille le haut de gamme. Parce Donc, que... Jamil, Donc, moi, ou peu importe un courtier que tu peux suivre, tu es là, dans la chance avec Instagram, Facebook, les réseaux sociaux, de tout de suite savoir un petit peu qui fait du haut de gamme dans ta région, que ce soit à Montréal, à Rimouski, à Québec, peu importe.
Puis de dire, hey, je peux-tu t'accompagner ou travailler pour toi? Je suis nouveau courtier, j'aimerais ça apprendre de toi. Si les courtiers sont ouverts, parce que là, il y a la compétition, on ne veut pas non plus partager nos trucs et tout Ouais, ça. ouais, ouais. Beaucoup de courtiers, malheureusement, ne veulent pas partager. Moi, je suis le premier à dire, je vais donner tous mes trucs, essaie de les appliquer. Mais tu n'es pas Jamil, tu ne vas pas être capable d'appliquer comme Jamil. Mais si tu es capable d'appliquer un petit peu ces trucs-là, tu vas avoir du succès parce que moi, j'ai passé par les essais-erreurs. Puis je dis souvent aux courtiers, oui, ça va te coûter des frais parce que quand tu travailles avec un mentor ou dans une équipe, tu donnes un pourcentage au chef d'équipe. Mais tu es mieux de faire ça et apprendre beaucoup sur le terrain, de l'expérience, 6 mois, 1 an, et par la suite partir tout seul, que commencer seul, je t'ai cassé la gueule parce que tu n'as pas fait attention à ça, tu n'as pas vu ça. Donc, puis des fois, il y a des jeunes courtiers qui ne comprennent pas, mais il faut investir en soi, ils vont investir en un mentor, un chef d'équipe. C'est la meilleure chose. Puis si je pouvais recommencer d'immobilier, je prendrais dès le début une équipe performante ou un mentor en disant, je veux apprendre de toi. Actuellement, est-ce que tu as un mentor? Actuellement, moi, je fais du mentorat. J'ai un programme de mentor à notre bureau REMA. Je l'ai mis en place avec mon propriétaire, Bruno. Et actuellement, je suis en train de mentorer 2 personnes. Je pense que c'est assez avec mon horaire de travail parce que je suis partout. Puis c'est 2 jeunes qui sont très, très performants, qui apprennent. Des fois, je suis un peu sévère et dur avec eux. Je leur explique. Oubliez le côté Jamil, gentil, mais côté professionnel, il faut être vraiment assez dur. Ils font des petites erreurs, c'est normal. Mais c'est grâce à ça qu'ils apprennent et ils disent « Waouh, Jamil, j'apprends ». Mais toi, Jamil, est-ce que tu as un mentor? Je réalise que même moi, à mon âge, et avec mon expérience et ma réussite, je regarde des gens, puis j'ai levé de prendre une personne, il s'appelle JS Boiteau. Plus de 30 ans d'expérience, ouais, Jean-Sébastien Boiteau. Il travaille avec notre bannière compétition à nous, on va pas la nommer. J'ai aimé sa façon d'approcher les clients. Très calme, très posé, un ancien athlète, il a joué au hockey au haut niveau, donc je me retrouve un peu à lui. Puis donc, il est un peu comme un mentor, sans l'avoir pris comme mentor. Je l'appelle, on se parle, on prend des cafés ensemble, il me donne des conseils. On a même commencé à collaborer avec des projets avec lui. Donc, ses clients, il me les donnent en disant, Jean-Yves, on va le travailler ensemble. Donc, c'est un peu de mentorat, parce que j'apprends de lui en même temps, on va le faire comme ça, comme ça. Je dis, OK, parfait. Je vois que c'est différent, c'est le fun. Puis moi, je suis toujours ouvert à apprendre pour être encore meilleur. Nice. Parce que mon objectif, c'est d'être le numéro 1 au Canada. Oh, nice. Mais est-ce que tu comptes te développer à l'international? J'aimerais ça, mais j'ai envie d'être la référence Au au Québec, à Montréal. Avant? Puis par la suite, commencer peut-être à développer. J'aimerais ça la branche Miami. Je vais souvent à Miami, j'adore Miami. Ah ouais. C'est Pour là le que je vais- party ou bien le... tout, le party, la plage, aller bronzer. Des fois, je suis un peu trop blanc, donc je veux aller prendre un peu plus de couleurs. Puis c'est facile le voyage à Miami. Il y a un vol maintenant le vendredi, puis on retourne le dimanche. Donc c'est 3 jours, on déconnecte, on revient. Tu le fais souvent? Cette année, je l'ai plus souvent parce que j'ai réussi à mettre une structure en place où j'arrivais à partir. Avant, je ne le faisais pas. Mais cette année, j'étais à Miami 4 fois, à New York 4 fois. Avant, je ne le faisais jamais, ça. Puis même à ça, en allant à New York et à Miami, mes clients n'étaient pas impactés, puis le travail se faisait, et je suis en train de faire ma meilleure année. Mais quand tu parles de meilleure année, on parle de combien en volume de transactions? Mieux que l'année passée, qui était ma meilleure année. Donc, à chaque année, j'essaie de battre l'année précédente. L'année passée, c'était ma meilleure année. L'année passée, j'ai fait à peu près 75 millions de ventes en transactions immobilières. Achat-vente, 75 millions. Donc, si tu fais des calculs, c'est quand même pas mal. Donc, c'est beaucoup de maisons, beaucoup de... Puis cette année, tu dis que tu l'as battu. Je suis en train de le battre parce que l'année finit en décembre. Uh-huh. Donc, si je continue à ce rythme-là, je devrais le dépasser ou être proche, à mon avis. OK. Mais mon objectif, c'est de le dépasser. À chaque année, je veux le dépasser. Puis on parle de combien en production? J'aimerais ça finir à l'entour de 80 à 85 millions. J'aurais aimé ça atteindre le 100 millions qui, pour moi, était l'objectif dès le début, mais le marché a fait en sorte que j'ai pris beaucoup de vacances, donc on va mettre ça, la faute sur moi. Mais comment tu fais pour gérer tous ces clients-là? C'est une bonne question. J'ai 2 adjointes incroyables, Sultana et Iman. Moi, je suis très fort, je connais mes forces et mes faiblesses. Ma force, c'est d'être sur le terrain, vendre, négocier, ouvrir des portes, voir des clients. J'ai pas besoin d'être derrière le bureau, faire des suivis au niveau du financement, des suivis au niveau de l'inspection, envoyer les documents à un acheteur, au courtier. Donc, tout ça, c'est fait par mes adjointes. C'est rendu que même mes clients, des fois, ils m'appellent directement mes adjointes pour pas me déranger en disant « Peux-tu m'envoyer ce document-là? » Ils peuvent m'appeler pour le document, mais ils savent que les adjoints de son bureau, que si on a besoin de quoi que ce soit, ils peuvent le demander parce qu'une transaction immobilière, 80%, c'est vraiment la partie légale. Les documents, les suivis, financement, l'inspection. Peut-être 20%, c'est où on fait des visites, il y a une inspection de maison, puis après ça, on n'a plus besoin de voir la maison, vraiment. On attend le notaire. Donc, on fait des visites. Donc, juste pour vous raconter rapidement,
Je me rencontre avec le client, on prend un café, on fait les visites de maison, on fait une offre d'achat, on fait l'inspection, puis par la suite, on fait que attendre le notaire. Donc, mais il y a beaucoup de travail derrière. Il y a suivi financement, il y a suivi inspection, il y a trouver l'assurance pour les clients, il y a le déménagement à préparer, il y a tous les documents légaux qui peuvent être servis pour la transaction, les actes de vente, les certificats de localisation. Est-ce que le certificat il est à jour? Il n'est pas à jour, il faut appeler un arpenteur, il faut le réserver. Donc. Mais tout ça, les clients n'ont plus accès à la maison, vraiment, tu sais. Mhm. Tout à fait. Donc, c'est grâce à mes adjointes que j'arrive à enlever beaucoup de travail pour moi. Fait que ça te permet d'avoir quand même beaucoup de volume. Ouais. Comme je refuse jamais un café avec un client, parce qu'un café, c'est souvent un nouveau projet qui commence, soit la vente ou l'achat. OK. Donc, quand un client veut me voir pour un café, je dis toujours oui. Je suis toujours partant. Je prends le temps pour aller luncher avec eux, je prends le temps de m'asseoir avec eux. Je connais ma force, puis quand ils m'appellent, c'est parce qu'ils ont un projet. Non, définitivement. Mais moi, de mon côté, je pense que ça revient un peu à ce que tu as répondu. Mais dans le fond, ce que je me posais comme question, c'est justement, quand tu dis le temps, c'était quand même restreint, tu avais Ouais. seulement 2 mentees et tout, ce qui faisait en sorte aussi le résultat que tu es un des top 1%, justement, ça ressemblait à quoi ton quotidien, ton emploi du temps? Je vais en parler. L'année passée, c'était un peu plus, comment on dit, rock and roll. C'est quand même assez occupé. Cette année, à chaque année, j'arrive à améliorer mon temps, du temps pour moi. L'année passée, j'avais une seule adjointe. Cette année, j'en ai deux. Donc, j'ai plus de temps pour moi. Mais plus de temps veut dire plus de transactions. Donc, un horaire de jamais, c'est je me lève à 7 heures le matin. Là, j'ai mis en priorité, en haut de ma liste, première priorité, ma santé. Donc, je vais au gym tous les matins. J'ai la chance d'avoir un coach. Donc, j'ai un coach qui me suit. Donc, mon entraînement est de 7h30 à 8h30 tous les matins. Par la suite, je prends un petit café. Souvent, le coach vient parce que son prochain client est à 9h. Donc, de 8h30 à 9h, on prend un petit café. On parle de tout et de rien. Par la suite, je fais un suivi avec les adjoints parce que les adjoints rentrent au bureau à 9h. Donc, je les appelle à 9h. Je dis, les filles, voici les suivis de la journée. Il y a ça, urgent. Puis donc, j'ai accès à mes courriels partout parce que maintenant, un téléphone, on peut tout voir. Donc, je regarde mes courriels. On fait le suivi à travers. Je dis, j'arrive au bureau si j'ai besoin d'aller au bureau. Sinon, je suis sur le terrain. Mes adjoints font les suivis. Ils sont assez autonomes maintenant qu'ils voient déjà le courriel et savent ce qu'il y a à faire. Ils n'ont pas besoin de me demander parce qu'ils savent les heures de service qu'on offre aux clients. Si je n'ai pas de rendez-vous client, je m'en vais au bureau travailler, puis j'aime ça être au bureau avec mes adjointes. Sinon, sur le terrain, les cafés, les visites de maison. Et là, je donne aussi plus de responsabilités à mon adjointe Sultana, qui est mon bras droit. Elle me rajoute mes visites et mes rendez-vous dans mon calendrier. Donc, j'ouvre le calendrier la veille pour préparer ma journée le lendemain. Puis je sais combien de rendez-vous j'ai de booker. Mais tu sais, dans l'immobilier, c'est toujours de l'imprévisible. Il y a des clients qui m'appellent le matin, Jamil, il faut qu'on se voit, tu temps. Je dis oui, j'ai toujours du temps pour toi. Donc, dans la journée, des fois, je pars avec 0 rendez-vous et je finis ma journée avec 4 rendez-vous. Puis, je ne me donne pas de limite de temps quand finir. Si un client veut me rencontrer à 7 h le soir après son travail, ou dernièrement, j'étais avec un client, il finissait de travailler à 5h30. Il dit, on peut se voir vers 6 h. Je dis, parfait, je vais le voir. On a pris un verre au restaurant du Vieux-Montréal. Puis par la suite, veux-tu prendre une bouchée? Mais je restais avec bouchée parce que je voyais qu'il avait envie de parler plus. Puis qu'il était content. Puis je ne veux pas dire, je dois partir. Donc finalement, je restais avec lui jusqu'à 8h30 le soir. Puis lui, il devait rentrer. Il a habité sur la Rive-Sud, donc il est reparti. Puis moi, je suis rentré chez moi vers 9h. Mais c'est intéressant parce que comment tu fais pour balancer le tout? Exemple, j'imagine ta journée que tu vas luncher ou peut-être tu vas dîner avec le client, mais entre-temps, j'imagine qu'il y a d'autres appels, il y a peut-être des suivis à Je suis faire. très bon, j'ai une bonne mémoire. Ouais. Mon téléphone sonne souvent, donc j'arrive à répondre rapidement. Puis quand je réponds, je suis capable de déléguer cette tâche-là à mes adjoints. Avant, je n'arrivais pas à déléguer. Je voulais tout contrôler. Mais tu sais, des fois, c'est un appel, ils ont besoin un homme à tout faire, un peintre, ils ont un petit problème avec un petit vis caché, ils ont un problème avec un rapport d'inspection. Je peux faire les suivis avec mes adjoints s'ils sont capables de répondre. Sinon, je prends le temps de répondre. Puis, tu sais, les lunchs ne durent jamais 3-4 heures. Tu sais, surtout un lunch, tout le monde est occupé. En 1 heure, on a fini de luncher puis passer à travers. Les cafés, on parle d'une demi-heure environ d'habitude. Tu sais, donc, je suis capable de toujours gérer mon temps. Je ne prends jamais trop de clients parce que je ne serais pas capable de tout servir. Tu sais, en étant seul. Puis moi, comparé à beaucoup de modèles d'affaires de courtier, je suis là présent dans toutes mes visites. Autant pour ouvrir la porte pour un acheteur, autant ouvrir la porte pour un vendeur. À l'inspection, je suis là au notaire. Parce que dans l'immobilier, on peut aussi mettre des boîtes à clés. Donc, le courtier n'a pas besoin d'être là. L'autre courtier qui vient avec son acheteur peut ouvrir la porte, aller voir la maison. Un modèle qui marche super bien aussi.
Mais moi, j'aime ça être présent dans toutes mes visites. C'est vraiment dans le service, le fait de Le client pouvoir s'attend avoir l'échange. qu'on soit là. Donc ça me différencie par rapport aux autres courtiers. Mais ça fait en sorte que comme je me déplace beaucoup, je peux pas non plus prendre 100 mandats. J'ai calculé qu'avec environ 30 mandats, je suis capable de gérer. Par mois? 30 mandats, ouais, ben, des fois, ça prend plus de temps pour vendre une maison. Ou, ben, exemple, actuellement, j'ai 42 listings. OK. Là-dessus, j'ai à peu près une dizaine de locations. Donc, c'est vraiment 30 maisons à vendre, ou condos, ou plex. J'arrive à gérer ça. Puis j'ai à peu près 5-6 acheteurs actuellement que je magasine également. Donc, pour moi, c'est assez. J'ai la chance, par rapport à d'autres côtés, de ne pas avoir d'enfants, pas avoir de copines. Donc, tout mon temps est consacré à mes clients actuellement. OK. C'est sûr que si j'avais une famille, ça serait différent. Je pense pas que j'aurais autant de temps. Parce qu'il faut quand même donner du temps à sa vie personnelle. Mais comme j'ai mis l'immobilier en haut avec ma santé, ma famille, je sais que ça à faire. OK. Puis, c'est quoi le plus gros mandat que tu as été le plus fier d'avoir vendu? J'ai eu beaucoup de mandats, mais j'ai une belle histoire. Au début de mes carrières, je pense, ça fait après 3 ans d'immobilier, j'étais dans un restaurant Moretti à Griffintown, un restaurant très connu. Je prenais mon café, puis le manager m'aimait bien. Il m'a dit, Jamil, j'ai un client à te présenter. Il a sorti à table, il n'est pas content de son courtier parce qu'il n'arrive pas à vendre la maison, ça fait 1 an. Puis je dis, OK, ben oui. Il dit, puis toi, je sais que tu es bon. Il me le présente. Puis là, le client me regarde et dit, vendez-vous des maisons de luxe? Je n'en ai pas vendu beaucoup, mais je dis oui. Avec assurance, je dis oui, je suis le meilleur. Il dit, j'aime votre assurance. Est-ce que vous avez vendu à Outremont? Puis Outremont, Westmount, c'est quand même des maisons de prestige. Je dis, oui, j'ai vendu à Outremont. Ben, j'en ai vendu, mais je montais ma confiance. Il m'a dit, parfait, j'aime ça. Je dis, mon contrat est terminé aujourd'hui. Je ne pense pas le renouveler. Mais rencontrer ma femme, c'est elle qui va décider. Donc, on rencontre 3 jours plus tard sa femme au même restaurant. Puis, j'avais reçu un inside, sa femme me met le champagne. Donc, quand le couple est arrivé, j'ai commandé une bouteille de champagne. On jasait. Puis, sa femme me dit, je vous aime bien, vous. Venez voir la maison. Puis la maison était affichée à 3 millions pendant à peu près 1 an avec un courtier. Ils n'ont pas aimé le service parce que le courtier l'avait donné à son équipe à gérer. Donc, il y avait différents ouvreurs de porte, des courtiers qui venaient. Donc, ils n'ont pas aimé ce service qui était vraiment une trop grosse équipe. Ils voulaient plus un service personnalisé. Et ils ne l'ont pas vendu. Puis, ils ont dit, on va le vendre avec toi. Qu'est-ce qu'on devrait faire à la maison? Donc, j'étais voir la maison. Je disais, votre maison est incroyable. La seule chose, c'est au 3e étage, il y a du tapis encore. On va l'enlever le tapis. Mettez un petit 10-15 000 pour enlever le tapis, refaire le plancher. Par la suite, on va le remettre à vendre. Il m'a dit, parfait, Jamil, on te fait confiance. Le lendemain matin, pendant qu'il commence ses travaux, il allait commencer les travaux 3 jours plus tard, mes clients m'appellent en disant, Jamil, l'ancien courtier m'a appelé, il a un acheteur, mais on veut rien savoir de lui, gère ça. Parfait. J'appelle le courtier, je dis, allô, t'as un acheteur pour moi? Il dit, oui, j'ai su que c'était toi qui avais le mandat. Je dis, oui. Puis je venais de signer le contrat la veille. Là. J'avais pas encore mis pour la pancarte, j'avais pas encore pris les photos. Il me dit, est-ce qu'on peut le visiter? J'ai dit, avec plaisir. Laisse-moi voir avec les propriétaires. Le propriétaire dit, Jamil, fais ce que tu veux, mais nous, on veut rien savoir de lui. Le même courtier a amené un acheteur. Il m'a dit, à combien tu vas l'afficher? J'ai dit, je l'affiche plus cher, 3,2 millions. C'est pas vrai, je voulais l'afficher à 3 millions. Mais je savais qu'il était intéressé. Il m'a dit, parfait, je t'envoie une offre ce soir, je veux closer ça avec toi. Au prix de 3 millions. Le prix qu'il avait affiché, lui. OK. Je dis, parfait, j'appelle mes clients. Je dis, est-ce que vous êtes OK si on reçoit une offre? Il dit, oui, on est ouvert, mais je sais qu'on veut au moins le 3 millions. Je dis, parfait, vous allez avoir le 3 millions. Et je l'ai vendu. J'ai pas pris de photo, j'ai pas mis de pancarte. Je venais juste de signer le contrat. Et, Pendant que les rénaux étaient en train de se faire. ben, les créneaux commençaient dans 2 jours. Puis, Les rénaux, finalement, on peut on n'a pas besoin de faire. Puis le courtier qui l'avait pendant 1 an, c'est lui qui l'a acheté la maison avec son client. Ma transaction, ça m'a dû... Le temps de travail, je vous dirais, 2 heures pour une maison à 3 millions de dollars. Wow. Ça, c'est une très belle histoire. Ouais, c'est une belle commission Ouais, pour ça. de belles commissions pour tous les partis. Puis, ces clients-là, ils m'ont dit, tu as une super aura. Ils dit, on a envie de travailler avec toi pour le futur. Puis, sur la maison, il n'y avait pas d'hypothèque. Donc, il y avait de l'argent à aller directement dans leur compte de banque. Il dit, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Je dis, vous devriez investir. Moi, je crois à l'investissement. Vous devrez investir. Il dit, ouais, on ne connaît pas trop ça. Puis, ces clients-là ont acheté 3 plex avec moi d'une valeur d'à peu près 10 millions de dollars dans l'année suivante. Wow. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que il y a beaucoup de clients qui ont des maisons de prestige, mais c'est pas nécessairement des clients qui investissent en immobilier? Parce que des fois, les clients qui ont des maisons de prestige, déjà, c'est des clients un peu plus âgés, avec des mentalités différentes de notre génération, qu'ils ont réussi dans leur vie, que des fois, la maison est achetée content, qu'ils n'ont pas d'hypothèque, puis ils n'ont pas besoin d'investir parce qu'ils sont
financièrement à l'aise. Mais ils réalisent qu'investir aussi, ça peut être... parce qu'ils investissent dans d'autres choses. Ils ont réussi à avoir une entreprise, ils ont souvent des placements. C'est des maisons, des gens qui ont des maisons de 2, 3, 4, 5, 6 millions, ils n'ont pas besoin d'investir. Mais moi, j'aime ça. Je dis, investissez, vous allez vous amuser, c'est le fun, puis vous diversifiez votre portefeuille. C'est pas juste d'investir à la bourse ou de faire des placements. Peut-être que vous avez vendu votre compagnie, puis vous avez de l'argent que le retour d'investissement vous donne, mais investissez dans d'autres choses, puis c'est le fun. Puis quand j'amène le projet, ils comprennent. Puis toi aussi, tu es un investisseur. Moi aussi, à force de travailler avec des clients investisseurs, j'ai compris que la game, comme on dit, elle est là-dedans dans l'investissement. Parce que avoir de l'investissement immobilier permet d'avoir des leviers pour acheter ta maison de rêve, pour acheter un chalet, pour voyager. Parce que si tu investis bien, intelligemment, ça te donne des retours sur l'investissement. Il y a soit l'équité de la bâtisse après 2-3 ans qui te permet de sortir de l'argent et de réinvestir dans l'immobilier ou t'amuser avec. Puis ça te permet aussi de préparer ta retraite parce que avoir des blocs, d'avoir des appartements, ça te permet les loyers, comme vous le savez, au Québec, les dernières années, ça augmente entre 5 et 7 %. Donc, éventuellement, tu commences à rentrer de l'argent chaque mois. La première année, peut-être tu fais 200 $. La deuxième année, tu vas faire 800 $. La troisième année, 1200 $. Puis éventuellement, tu vas peut-être faire 5 000 6 000 $ grâce à tes appartements. Puis quelle est la meilleure façon de développer son parc en immobilier? Être accompagné, c'est important d'étudier un petit peu le marché aussi parce que là, on a des outils sur Internet faciles à comprendre. Les quartiers investir, mais d'être bien accompagné puis acheter un bon produit. On fait de l'argent, comme on dit dans l'immobilier, à l'achat. Donc, si on achète bien, le reste du temps, l'immobilier devrait prendre de la valeur. Tu sais, exemple, moi, je travaille beaucoup à Montréal. Les quartiers que je crois beaucoup, c'est Rosemont, Villeray, Plateau, Verdun, Sud-Ouest, Outremont. Mais les dernières 5 à 10 ans, on a remarqué à peu près 12 à 15 % d'augmentation annuelle de ces blocs-là. Donc, on sait que si tu avais investi il y a 7 ans, un bloc sur le plateau à 1 million, là, ton bloc est pas de 1,5 à 1,6 million de valeur. Oui, il y a des investissements où tu dois aussi entretenir la bâtisse. Il y a des rénovations, il y a les portes, les fenêtres à changer, les toits à changer. Des fois, il y a des petites fissures, il faut les réparer. Mais si tu entretiens bien la bâtisse, les loyers augmentent, la valeur de la bâtisse augmente. Puis les banques le voient parce que dans le secteur, les bâtisses se vendent de plus en plus cher. Puis vous savez, à Montréal, c'est presque plus impossible d'acheter là maintenant. J'entends beaucoup le monde parler de l'immobilier résidentiel, mais qu'est-ce que tu penses du commercial? Commercial, pour moi, c'est le meilleur investissement à faire parce que plus c'est gros, mieux c'est. Comme on dit aussi dans l'immobilier, pour faire de l'argent, il faut de l'argent. 100%. Donc, pour investir dans le commercial, il faut quand même une mise de fonds assez conséquente, dépendamment de la structure immobilière, de la structure financière. Mais tu sais, ça peut aller entre un 5 % de mise de fonds à 20 %, dépendamment comment la banque évalue la bâtisse. Mais moi, j'irais dans le gros commercial si je pouvais. Moi, j'ai commencé par le résidentiel. Ça m'a aussi permis de savoir si j'aimais ça ou pas. Parce que des fois, tu me dis, je veux investir, mais peut-être t'aimes pas ça gérer des locataires. T'aimes pas ça avoir des appels un dimanche soir à 9 h le soir parce que l'eau coule dans un des appartements. Donc, je dis souvent aux clients, achetez un premier résidentiel, triplex, quadruplex. Voyez si vous aimez ça. Puis par la suite, si vous avez les moyens, on peut aller dans le plus gros. Il y a des clients, après 1 an, ils disent, vends-moi ça, genre, je veux pas. Je suis avec les locataires m'appellent parce que locataire, la seule personne qui vous appelle, c'est vous les propriétaires. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est que je voudrais comprendre comment est le service clé en main avec toi, qui fait en sorte que justement ce type de clientèle qui est plus prestigieuse reviennent puis font des référencements, qui viennent revoir, qui veulent pour d'autres projets avec toi. Mon service à moi par rapport à d'autres courtiers, j'essaie d'offrir un service clé en main. Clé en main veut dire on s'occupe de tout. J'essaie de ramener le service de l'hôtellerie, la conciergerie, où vous me donnez les clés de votre maison et je m'occupe de tout, on se voit au notaire. Donc, exemple d'un service pour la vente d'une maison. Je vais voir le client, on va voir la maison avant moi et lui, ensemble. Puis je fais des recommandations. On devrait arranger la porte, on devrait mettre un peu de silicone là, peut-être faire un petit nettoyage. Je dis, parfait, on y va. Parce qu'en faisant des petites réparations de 1 000 à 3 000 $, souvent des petits investissements, mais tu peux aller chercher plus d'argent parce que l'acheteur va voir que la maison est propre. L'acheteur va voir que la maison est bien réparée. Donc, moi, je aide avec les travaux dans le sens que je réfère des
hommes à tout faire ou s'il y a des travaux plus conséquents à faire, ben, je vais faire des entrepreneurs. Donc, ça, c'est les services que j'offre. Avant de vendre une maison, j'envoie une équipe de ménage à mes frais. Donc, l'équipe de ménage débarque la journée même des photos. Donc, le matin, souvent 3-4 heures, ils vont faire le ménage de la maison. Ben, le ménage, laver le plancher, mettre les trucs qui traînent dans une pièce parce qu'on est capable de faire du home staging, dégager la cuisine, dégager le salon. Donc, ça, je à mes frais. Par la suite, moi, je débarque avec l'équipe de marketing. On fait les photos, le drone, les plans 2D, 3D. Par la suite, on le met sur le marché, je l'affiche partout. Les réseaux sociaux, site de Remax, Realtor, MLS. Donc, la maison est vue par tout le monde. Tout le monde qui peut le voir, le voit. J'ai la chance aussi d'avoir un bureau dans le Vieux-Montréal où je peux afficher mes listings sur la vitrine. Donc, il y a beaucoup de gens qui marchent dans le Vieux, puis s'arrêtent, puis regardent les maisons que j'ai affichées. Donc, évidemment, ça aide également. Donc, au niveau de visibilité, la maison est au maximum. Par la suite, j'ai mes adjointes qui font un suivi avec les vendeurs. On a besoin de ces documents-là, on aide à remplir la déclaration du vendeur. Donc, on les aide avec les documents, donc les clients ne sont pas dans l'inconnu. Puis par la suite, les visites, c'est moi je les fais. Puis après, une négociation, je négocie. Donc, on s'occupe de tout. Puis même une fois vendu la maison, ben, on aide avec les assurances. Donc, si le client doit acheter ou déménager, ben, on aide avec les déménageurs. On lui propose des déménageurs. Mon équipe de mes adjoints lui envoie l'option de déménageur avait besoin de quelque chose. Donc, on s'occupe vraiment de tout. OK. C'est un service clé en main, comme on dit. Soit des courtiers disent « Ah, moi aussi, j'offre un service clé en main. » Mais est-ce qu'offres-tu le ménage? Offres-tu les photos? Fais-tu le home staging? Vas-tu chercher le document? Vas-tu aider avec le certificat d'utilisation? S'il n'est pas à jour, il faut appeler l'arpenteur, prendre rendez-vous. Nous, on s'occupe de ça. Donc, ce n'est pas le client qui a géré ça. Nous, on le gère pour lui. C'est des services que j'offre, qui est inclus dans mon offre de service. Donc, les clients n'ont pas à payer pour ça. C'est déjà la commission. Est-ce que c'est à cause de ton background en conciergerie qui t'a... Oui, c'est sûr que c'est la conciergerie qui m'amène à offrir ce genre de service-là parce que je réalise que dans l'immobilier, les clients, plus tu offres du service, plus ils sont contents, plus ils veulent rester avec toi, plus ils te réfèrent des gens en disant on a eu un excellent service. Parce qu'à la fin, on est des conseillers. Mais on ne veut pas juste vendre puis pas être là, pas être disponible pour eux. On est là pour même avant, pendant et après. Puis d'après toi, d'où cette fin est partie de pouvoir vouloir être numéro 1? C'est la compétition depuis que jeune, comme je fais beaucoup de compétitions, soccer, même conciergerie, j'ai cherché mes clés d'or. Donc, la compétition est dans mon sang. Donc, j'aime performer, j'aime être le meilleur dans tout ce que je fais. Ça vient depuis que je suis petit. Est-ce que c'est le fait que je suis adopté, le fait que j'essaie de me différencier par rapport à ma couleur, par rapport aux autres gens? Parce qu'évidemment, quand on est de couleur comme moi, brun, indien, ben, les gens veulent savoir est-ce qu'il est performant, on peut-tu lui faire confiance? T'sais? Des fois, il y a des préjugés, puis en étant performant, ils ne peuvent rien dire. T'sais, les résultats sont là. Exact. J'ai beau dire je suis le meilleur, OK, mais où c'est marqué que tu es le meilleur? Qu'est-ce que tu as fait pour être le meilleur? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah, je suis le meilleur dans ci, le meilleur dans ça. Ils n'ont pas de résultats à démontrer, ils n'ont rien. Moi, je préfère vraiment montrer je suis parmi les tops, voici mes résultats. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Puis j'aime le fait que tu as adressé le fait en ce qui concerne de couleurs et préjugés. Est-ce que tu as eu ce challenge-là à tes débuts? Oui, parce que je pense que certains clients qui m'avaient appelé, je ne suis pas confirmé à 100%, mais n'étaient peut-être pas à l'aise de dire OK, c'est Jamil, parce que mon nom de merde dans notre famille s'attend à avoir un Québécois. Exact, ouais. Mais il y a Jamil aussi, donc ils sont quand même un peu mélangés. Puis quand ils me voient arriver, de Mers, d'où ça sort de Mers? Puis là, je leur explique que je suis adopté. Je dis, OK. Puis d'origine, Bangladesh. Ah, OK. Donc, c'est sûr que, tu sais, au Québec, vous ne veux pas, il y a des gens qui ont des préjugés, mais de passer à travers ça, c'est avec tes résultats, puis d'être poli, d'être gentil, puis les gens... Ça t'a jamais freiné. C'est comme si ça t'a donné une drive supplémentaire. Ouais. Moi, ça m'a vraiment freiné. C'est sûr que mentalement, je suis quand même très fort. Je travaille là-dessus beaucoup. Je lis beaucoup. J'essaie d'écouter aussi des gens qui parlent de travail sur soi. Donc, ça m'aide à passer à travers des fois des challenges que des fois, j'ai envie de répondre, mais je ne réponds pas. Parce que tu as toujours lu, tu as toujours écouté des personnes ou... Je n'aimais pas le lire quand j'étais jeune, mais j'ai compris que lire et travailler sur soi, c'est important. C'est pour ça que tous les matins, je m'arrive à m'entraîner, j'essaie de bien manger. Je m'étais laissé aller parce que j'ai eu le syndrome de, on va dire, un nouveau riche où quand tu fais de l'argent, ben, tout est facile. Puis tu laisses aller, ben, je peux payer ça, je peux acheter ça. Non. Oui, tu peux l'acheter,
Mais je me suis laissé aller, j'avais pris beaucoup de poids. Ouais. Je vais vous montrer une photo quand j'étais il y a 4-5 ans, là, vous n'allez pas me reconnaître. Ah ouais. Ouais. Donc, puis là, je suis en train de reprendre la santé, qui est ma priorité. J'aimerais ça perdre encore quelques livres pour être encore beau gosse. Donc, voilà. Mais c'est quoi la plus grande folie que tu as faite en tant que nouveau riche dans le temps? J'ai acheté une voiture. Je pensais que, à ma deuxième année, je pense que j'ai acheté une Maserati. OK. Une Maserati, c'est de la famille des Ferrari. Puis je pensais que ça allait attirer l'œil, puis j'allais montrer que je suis performant. J'avais mis toutes mes économies. Mais la Maserati, elle se brisait à tous les mois. Il y avait toujours un problème. Le check engine, il y avait un bruit de frein. Ça me coûtait énormément cher. Toutes mes commissions passaient sur ma voiture. Puis je dis comme, attends, j'ai pas une scène. J'ai une belle voiture, mais j'ai pas un sou. Comme, qu'est-ce que j'arrive? J'ai été la reporter après 6 mois. J'ai dit, je n'avais plus de voiture. Puis j'ai pris une voiture, quand même de luxe, mais plus adaptée à mon quotidien de travailler beaucoup avec la voiture. Parce qu'une voiture, si tu la roules tous les jours, c'est sûr qu'elle va briser. Une voiture de luxe comme Maserati, tu la roules tous les jours, puis tu fais des longues journées, c'est sûr qu'elle va avoir des problèmes qui vont allumer. Donc, j'ai été chercher une belle voiture qui est quand même une BMW, une série 3 qui est de base. Puis ça pendant mes 2 premières années, ça m'a permis de bien me présenter parce que je pense que l'apparence, surtout dans le marché où je suis, est importante. Est-ce que ça aurait été différent si j'étais en région? Peut-être que j'aurais pris une voiture plus normale. Mais comme je travaille le marché de Montréal où la compétition est très féroce et les gens jugent sur ton habit, ta voiture, ta montre, comment tu parles, comment tu te présentes, j'ai voulu attaquer ce marché-là. Donc, j'ai pris une voiture qui était quand même assez bien. Une BMW, c'est quand même très, très chic, très luxueux. Puis ça m'a aidé parce que les clients se sentaient en confiance. Ils voyaient arriver en BM, je m'habillais quand même bien. Puis voilà, c'était mes premières folies, c'était les voitures. Mais étant donné qu'au centre-ville, des fois, t'es souvent à pied, tu marches. Jamais à pied. Jamais à pied, toujours en autour. Toujours en même temps parce que d'un rendez-vous, je peux partir à l'autre rendez-vous qui est plus loin. OK. Donc, si je marchais pour aller au café, oui, tous les cafés sont proches de chez moi ou de mon bureau. Mais je devais partir par la suite. Mais il fallait que je retourne au garage, reprendre la voiture, repartir. Tandis que là, je partais. Mais il y a un autre problème à cause de ça. L'étiquette de parking. J'imagine, j'allais te demander ça. J'ai mis un budget maintenant de parking. Ah ouais. C'est à peu près 6 000 par année. Puis souvent, je le dépasse. Ouais. Pas fier. Mais malheureusement, entre avoir une étiquette et rater la visite et être tard, je préfère avoir une étiquette. OK. Mais à quel point tu trouves que ces outils, les montres, l'auto, t'a aidé justement dans ta carrière? Le marché, encore une fois, tu sais, faut pas généraliser, mais le marché où je veux attaquer, que j'attaque à Montréal, le marché du haut de gamme, d'investisseurs, de luxe, ben, savoir qu'il y a un courtier qui a réussi, qui donne l'impression qu'il a réussi avec une belle voiture, une belle montre, ça rassure les clients. Ça ne veut pas dire que ça marche tout le temps. J'ai ma personnalité, j'ai mes connaissances, ça aide énormément, mais que tu suis un exemple parfait. J'ai un de mes clients, un des très bons clients, il me suivait sur Instagram, il a vu que j'avais une Porsche. Il m'a appelé, dit, hey, allons prendre un café, j'ai la même Porsche que toi. On était prendre le café. C'est quelle Porsche? La 911 Turbo S, une des plus performantes. Et grâce à la Porsche, il m'a donné pour 10 millions de dollars en transaction. Puis on est devenus de très bons amis. Puis c'est parti d'un café en disant, je te suis, j'aime ce que tu fais, j'aime ta voiture, tu as la même voiture que moi, on s'identifie. Puis juste à cause de ça, la voiture, ça m'a amené beaucoup de transactions. Puis là, encore maintenant, il m'a appelé hier, il me dit, j'avais vu qu'on vende cette bâtisse-là. Qu'est-ce que tu en penses? Puis les amis, on est senti même faire un barbecue. Il m'a invité à ses barbecues pendant l'été. On est rendu de Instagram, on a la même passion pour la voiture, à un client ami. Wow. Puis tous mes clients, je les traite comme des amis. Tous les clients qui ont besoin de moi, je suis là. Donc, c'est pour ça qu'ils aiment, parce que c'est pas des clients, c'est des amis. Je trouve ça intéressant. Mais on va faire quelque chose. Dis-moi. Si par exemple, Jamil, là on oublie justement que tu étais dans l'hôtellerie, on oublie que tu as joué au soccer puis tu avais un réseau, qu'est-ce que tu aurais fait pour développer ton réseau from scratch? Je pense, maintenant que j'ai l'expérience, je vois qu'est-ce qu'il faut, c'est d'être présent sur le terrain où tu travailles. Exemple, moi, mon terrain, mon quartier, c'est Griffintown, Vieux-Montréal, Centre-Ville. D'être présent, d'être visible. Donc, aller dans les cafés, se faire voir, parler au maximum de personnes. Hey, ça va bien? Allô? Juste dire un petit allô à quelqu'un. Peut-être qu'il va rien te dire la première fois, mais la deuxième fois, tu le revois. Hey, salut, c'est quoi ton nom? Jamil, ok, ça a enchanté, tu fais quoi dans la vie? Puis ça part de discussion. Donc, d'être proche des clients, je dirais ça comme je ferais ça beaucoup, d'être toujours dehors. Oui, ça coûte de l'argent parce que les cafés, c'est pas gratuit. Il y a des laissements. Je ferai aussi les appels des gens qui vendent par eux-mêmes. Eux-mêmes veut dire des du proprio,
à vendre par le propriétaire qui annonce sur Marketplace. Donc, je les appellerai en disant, hey, voulez-vous que je vous aide? Je sais qu'ils ne veulent pas prendre de courtier, c'est pour ça qu'ils ont été sur du proprio, mais si tu fais des suivis graduels, ça marche parce que je viens d'avoir un du proprio. Je l'avais appelé parce que j'ai été visiter avec mes clients, puis mes clients ne l'avaient pas aimé, mais sa maison est encore sur le marché. Je l'ai rappelé en disant, hey, j'ai vu votre maison, vous ne l'avez pas toujours vendue, voulez-vous que je vous aide? Elle dit, ouais, j'avais aimé ta visite l'autre fois. Oui, j'aimerais ça. Puis on a eu le mandat. Donc, d'appeler des gens parce que souvent, les gens qui vendent par eux-mêmes, ils n'ont pas notre expertise. Ils ne savent pas. Ils disent, oui, je suis capable de vendre, je suis capable d'ouvrir une porte. Oui, vous êtes capable d'ouvrir une porte, mais avez-vous les arguments pour vendre la maison? Pour la mise en valeur. Avez-vous les arguments pour pas que les émotions prennent le dessus? Parce que des fois, c'est ta maison. Un acheteur peut faire un commentaire que tu n'aimes pas, mais sors du site si tu n'aimes pas la maison. Non, non, non. Vous avez raison. Peut-être que ta cuisine n'est pas parfaite, mais regardez la lumière. Donc, nous, les courtiers, on est neutres. Les émotions, on passe par-dessus. Donc, des fois, les clients qui vendent par eux-mêmes ne comprennent pas ça parce qu'ils sont émotifs. Leur maison, pour eux, ils valent des millions. Il faut la ramener à la réalité. Votre maison ne vaut peut-être pas 1 million, mais peut-être 800 000. Donc, moi, je ferais appeler les gens qui vendent par eux-mêmes. Appeler aussi des listings qui ont été expirés, que les courtiers n'ont pas été capables de vendre. En disant, vous n'avez pas vendu, est-ce que moi, je peux vous aider? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé avec vos anciens courtiers que je vais essayer de corriger? Ah, j'ai pas aimé qu'ils n'étaient pas là. J'ai pas aimé les suivis. Parfait, mais regardez, laissez-moi vous donner ma chance. Je peux mettre un prix, je vais faire le marketing, je vais faire la visite, puis je vais faire le suivi avec vous. Donc, je ferai ça également. Donc, les expirés, il y a une raison pourquoi ça n'a pas été vendu. Soit le prix est trop cher, soit le travail n'a pas été bien fait. Mais dites-vous que dans l'immobilier, tout se vend. Puis quoi d'autre j'aurais fait? Puis si je développe un quartier où j'ai vendu une maison, exemple, à Rosemont, j'aurais vendu une maison sur la rue Saint-Hubert. Mais j'aurais été cogné à toutes les portes de la rue Saint-Hubert en disant, hey, j'ai vendu la maison, voulez-vous une évaluation gratuite pour vous savoir combien ça vaut? Puis j'ai des acheteurs qui cherchent également dans le quartier. Ça peut donner de quoi? C'est sûr qu'on dit dans l'immobilier, faire des appels, aller cogner à des portes. Et cogner à des portes, c'est plus facile quand tu as vendu une maison dans la rue ou dans le quartier. Parce qu'ils voient. Ils le voient, disent, ah, j'ai vu ta pancarte, c'est toi qui as vendu ça? Oui, oui. Combien tu as eu, puis tout ça. Donc, toutes ces choses que je ferais. Présent, porte à porte, appeler les du proprio, appeler les expirés, avoir un mentor. Aller voir aussi des courtiers d'expérience en disant, hey, je peux-tu t'aider avec tes listings? Peux-tu t'aider avec tes portes ouvertes? Parce que les portes ouvertes, souvent, qu'est-ce qui est le fun, c'est que il y a des messieurs, madame, tout le monde qui ne sont pas représentés, qui viennent voir la maison tout seuls. C'est vrai. Je dis, ah, je vais juste voir, je ne suis pas prêt. Mais si le courant passe durant la visite, ça devient des clients. Moi, j'ai eu beaucoup de bons clients à mes portes ouvertes qui venaient juste voir. Puis je vendais une fois une maison. Puis ces clients-là voulaient investir. Je dis, c'est pas une maison, vous devez investir, c'est un plex. Ils m'ont acheté 3 plex. Wow. Dans une porte ouverte parce que j'étais présent. Et on a commencé à jaser. Puis, il ne faut pas juste parler d'immobilier. On dit, faites quoi dans la vie? C'est quoi vos projets? Ah, vous voulez investir? OK, pour mes enfants, pour voyager. Puis, grâce à ça, on est devenu, puis c'est rendu des amis maintenant. Grâce à une porte ouverte. Donc, je dirais aux courtiers aussi, si tu as la chance, dans ton bureau, d'aller voir des courtiers qui sont très performants, qui ont beaucoup de listings, je peux t'aider avec tes portes ouvertes. Je peux t'aider avec tes listings. Si tu as des acheteurs de trop, envoie-les-moi, je te leur donne un cote. Donc, il y a beaucoup de façons de faire si tu n'as pas un réseau au début. C'est des sacrifices, c'est de l'argent, tu fais moins d'argent, mais tu dois faire des sacrifices. Si l'immobilier était facile, tout le monde le ferait. 100%, ben oui. Est-ce qu'il y a eu une année, ou peut-être une période, où ce que j'imagine que l'immobilier était au ralenti, c'est un peu plus compliqué? Comment ça a été pour toi, puis comment tu as pu pivoter? Ça a l'air facile tout ce que je dis, mais j'ai eu beaucoup de stress avec les dépenses parce que l'immobilier, tu as beaucoup de dépenses. Tu as les frais d'agence, tu as le frais du bureau si tu as un bureau, tu dois payer ton hypothèque, tu dois payer ta voiture, tu dois payer ton cellulaire. Puis les commissions ne rentrent pas à chaque mois. Des fois, ça peut prendre 4-5 mois avant qu'une commission rentre. Donc, si tu gères mal ton argent, ou tu dis, l'argent que j'ai reçu, je l'ai dépensé tout de suite, mais c'est quand ta prochaine paye. Donc, ça, c'était mes premières années. J'avais peur de ça. Des fois, je ne dormais pas parce que je dis, waouh, OK, je vais compléter un deal. Là, j'ai personne d'autre. Puis mon hypothèque va passer dans 2 mois. Je n'avais pas cet argent-là. Puis là, j'étais à sueur, puis j'étais stressé. Mais j'ai réalisé qu'en mettant les efforts, en travaillant, puis pas en s'arrêtant, parce que des fois, on peut avoir 4-5 transactions, puis on dit, ah, je prends ça relax, j'ai beaucoup d'argent. Oui, mais dans 3-4 mois, l'argent ne rentre plus, là. Il faut déjà que tu prépares tes 3, 4, 5, 6 mois d'avance. Puis ça, c'était mes premières, stress. Ou même dernièrement, j'étais parti cette année, en plus, j'ai eu 2 mois où j'étais stressé, même au coach le voyait, c'est que je me suis embarqué dans beaucoup de projets. Mais ça demande de l'argent.
et la trésorerie. Donc, l'argent n'était pas disponible. Oui, j'avais de l'argent, mais je ne l'avais pas cash. Puis là, je jonglais avec... je payais une personne, je dis à l'autre personne, attends, je vais te payer. J'ai 2 adjoints à payer. Je ne vais jamais rater leur paye. J'ai mes bureaux à payer. J'ai mon hypothèque à payer. J'ai mes voitures à payer. J'ai mes publicités que je fais au centre-ville à payer. Donc, c'est beaucoup de paiements. Tu sais, par mois, si je vous dis le montant que j'ai net à payer à chaque mois, avant même que le mois commence, c'est énorme, là. Go for it. Tu veux savoir? Oui, c'est mon On sens. parle de combien? À peu près 45 000 net. C'est 45 000 à donner qui inclut tout. La publicité, les bureaux, les salaires des adjoints, mes hypothèques, parce que aussi des plex, donc il y a des paiements des fois, certains plex qui sont flush, il y a des taxes qui passent, que l'agence prend un pourcentage, donc des fois, il y a bon montant qui rentre, mais il y a limite, là, genre, tu donnes, puis je sais plus rien. Là, maintenant, comment tu fais pour le gérer de... Ben, j'ai fait des folies, j'étais à Miami, j'ai fait plus de folies, j'ai pas fait d'instrumentation en disant, j'ai des investissements, mais j'ai pas envie de vendre mes investissements pour payer. Donc, j'ai serré la ceinture, puis ça fait 2 mois que je serre la ceinture, 2 mois, 1 mois, depuis le début août, puis on est septembre, donc 1 mois et demi, où je fais plus de voyage. J'essaie de manger le plus souvent à la maison, mais en même temps, le fait de manger à l'extérieur me permet de croiser des clients potentiels. Donc, j'essaie de, quand je sors, ben, je fais attention, je bois pas, je prends une salade, un petit poulet, une assiette, puis aussi pour le régime, de manger moins de portions, des plus petites portions, healthy, ben, j'ai vu la différence. Avant, je faisais n'importe quoi. Maintenant, mes factures sont plus raisonnables. Puis j'ai remarqué que la compte de banque aussi descend moins vite. Il continue de descendre, mais moins vite. Mais j'aime bien parce que je pense que c'est important que les gens comprennent aussi cette perspective-là. C'est bien tout ce qui est le high listing, mais ça vient avec son coût. Si cette clientèle-là a besoin de plus de proximité, plus de clés en main, mais ça demande aussi que tu te déplaces. Donc, l'essence. L'essence. Puis aussi, la maison n'est pas vendue encore, donc je dépense sur... Je paie le ménage, je paie le marketing, j'envoie des flyers. Et c'est tous des coûts que je mets de l'avant pour éventuellement vendre la maison pour avoir la commission. Exact. Mais si je n'ai pas vendu pendant 6 mois, mais déjà dépensé tout l'argent, là. C'est ça. Puis à chaque fois que je vais à la visite, ben, c'est de l'essence. Puis des fois, je vais aussi loin que Tremblant. J'ai été magasiner un chalet avec un client, mais tu vois, 3 chalets, ça n'a pas plu, on est revenu. Mais je dois retourner encore parce qu'on n'a pas encore trouvé le chalet. Mais c'est 2 heures de route, 2 heures là-bas de visite, 2 heures pour revenir. C'est une journée complète. Plus tu manges sur la route parce que, tu sais, le lunch, tu peux l'amener un lunch, mais il n'y a pas de micro-ondes, tu manges froid. Ben, j'aime pas manger froid, donc je m'arrête dans un coin, puis souvent dans ces coins-là, ben, c'est des fast-food ou... ouais. Donc, tu prends le poutine, puis j'aime ça les poutines, j'aime ça les burgers, j'aime ça. Puis comment l'intelligence artificielle est venue vous aider? Ben, elle m'aide parce que ça me permet... Encore une fois, je suis en train de la maîtriser. Tu sais, c'est nouveau pour moi, j'apprends là-dessus, mais je remarque que ça m'aide dans mon quotidien d'immobilier pour créer des textes, pour corriger des textes, pour avoir des idées de textes. Exemple, quand on met un listing, une maison sur le marché, il faut mettre un texte qui est accrocheur, qui explique la maison, les parcs, les écoles à côté. Mais AI est capable de tout faire ça. Donc, ça nous aide beaucoup. Donc, ça sauve énormément de temps. Au lieu que toi, tu cherches sur Google les 4 écoles à côté, les 4 secondaires, les garderies, les points forts, les parcs, les golfs. AI peut faire ça en même pas 30 secondes. Par la suite, j'ai appris à comprendre AI, que AI pouvait aussi améliorer une photo. Donc, des photos qui ont été prises, si je la trouve qui n'est pas à mon goût, parce qu'on a oublié de déplacer une poubelle, on a oublié de déplacer, mais tu l'envoies à AI, enlève-moi la poubelle, il le relève, puis tu le remets. Donc, AI est à ça. Donc, je commence à la maîtriser, mais je vois que plus je la maîtrise, plus elle peut m'aider dans mon quotidien. Elle ne remplacera jamais une adjointe, elle ne remplacera jamais un jamais sur le terrain, mais tout ce qui est... Ça peut venir amplifier. mais ça peut amplifier et aider pour améliorer l'offre de service aux clients. Ok. Puis, si tu ne serais pas dans l'immobilier, ça serait qui Jamil aujourd'hui? Si je n'étais pas dans l'immobilier, je retournerais dans l'hôtellerie et la restauration. J'adore travailler avec le public, j'adore les restaurants, j'adore le service. Donc, je fais un travail de service. J'aime ça, je veux être en contact avec les clients. Toujours de personnes indépendantes ou... Non, mais je peux travailler dans une grosse entreprise si j'ai une flexibilité. C'est sûr que quand tu travailles pour une entreprise où tu n'es pas le boss, tu as des règles, tu as des standards à suivre. Est-ce que j'accepterais maintenant? Oui, parce que s'il faut le faire, on le fait. Mais c'est sûr que comme j'ai goûté à l'entrepreneurship, plein d'indépendance, puis moi être boss, je pense pas que je pourrais retourner. Mais si je dois retourner,
peu importe la raison, ben, je retournerai mon premier choix serait l'hôtellerie et le tourisme. Parce qu'il y en a qui font de la conciergerie de luxe, mais de façon indépendante. À Montréal, malheureusement, la conciergerie de luxe, elle est bien, mais la clientèle, on n'en a pas assez de clients de la gamme de Paris ou de Miami ou New York, où ça va vraiment bien l'hôtellerie de luxe, le service de luxe, la conciergerie de luxe. Je pourrais partir mon conciergerie de luxe. Est-ce que j'ai assez de clientèle à Montréal? Tu sais, Montréal, ça reste quand même une ville, une des plus grandes villes au Canada, mais pour l'international, on est un petit village. Ça va, ça, ouais. Tu sais. Ça se développe beaucoup. Mais tu sais, si je faisais une compagnie de conciergerie de luxe, je pense que je la ferais plus à Toronto. Il y a plus de demandes, il y a plus de gens qui ont les moyens parce que la conciergerie de luxe, c'est que l'argent, c'est pas un problème. Je veux le service. Trouve-moi un chauffeur, là, je suis en retard. Trouve-moi un billet, réserve-moi un jet. Mais il ne va pas me dire, Jamil, avant de réserver le jet, informe-toi le prix. Non, réserve-moi un jet. Ce restaurant-là, je le veux ce soir. Le restaurant va te donner une table si tu as les moyens de dépenser en conséquence. Mais si tu vas là pour manger une salade, puis tu as pris une table de 4 pour manger pour 100 $, je ne suis pas sûr qu'ils te donneraient. Donc, la conciergerie de luxe, c'est vraiment où la clientèle, l'argent, c'est pas un problème, mais ils veulent le service. Puis, immigrant visionnaire, pour toi, veut dire quoi? C'est d'être reconnu en étant différent des Québécois, comme quoi il a réussi. C'est visionnaire, ça veut dire que pour moi, être reconnu dans mon domaine de l'immobilier, les gens me reconnaissent dans la rue. Ils commencent à me reconnaître. Avec mes réseaux sociaux, la publicité, puis aussi les statistiques, les performances. Donc, visionnaire veut dire aussi de développer, puis aider aussi les prochains. Je pense que redonner au suivant, puis moi, je donne beaucoup, je trouve, par rapport à ce que je suis capable de faire. Même dans la conciergerie, j'ai une bourse d'études pour les concierges Québec de Montréal. Jamil, depuis 3 ans, je leur donne, la bourse permet à un concierge de Montréal de partir à un congrès international puis d'aller faire la formation. Donc, je reste toujours impliqué avec les concierges d'hôtel, puis c'est de redonner. Donc, quand on dit visionnaire, de redonner avec qui t'a pu grandir, qui t'a appris. Donc, je redonne au concierge, je donne une bourse Jamil Demers à chaque année de 3 000 $ qui permet à un concierge d'aller à un congrès, donc l'hôtel payé, le voyage payé, l'inscription du congrès payé. Puis j'aime ça. Puis dans l'immobilier actuellement, je fais du programme de mentorat. J'aurais pu pas le faire. Mais je pense que c'est important que la nouvelle génération bénéficie de notre expérience, puis que la nouvelle génération... Puis moi, j'apprends avec les jeunes. Les jeunes viennent avec des idées comme « Waouh, incroyable! » J'avais pas pensé à ça parce que, évidemment, les jeunes ont toujours plus d'idées que les vieux. Ils sont à jour. Finalement, je me considère vieux, on va dire. N'oubliez pas, j'ai 35 ans. Ouais. Donc, les jeunes de 18-19 ans m'emmènent des idées. Je dis « Waouh, c'est une bonne idée, ça! » Puis donc, il faut juste l'améliorer, mais c'est des bonnes idées. Donc, moi, je pense que c'est important de rester en contact avec les jeunes. C'est bon, ça. Puis, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les 5 prochaines années? Une famille, c'est mon rêve. Une famille, des enfants. Donc, une famille veut dire femme et enfants. Donc, pour moi, la richesse, c'est pas de faire des millions maintenant, parce que j'ai connu à l'argent et au succès. Mais pour moi, être millionnaire, c'est d'avoir une femme et 2 enfants. Je donnerais tout. Je ferais même moins d'argent pour avoir une famille. Assez pour aider la famille à vivre. Pas nécessairement le luxe, mais avoir une maison, puis qu'on puisse voyager 1 ou 2 fois par année. Mais avoir une famille, puis avoir du temps pour la famille, ça serait un luxe. Est-ce que ça a toujours été cette perspective? Non. L'immobilier, c'était l'immobilier en premier. Même ma santé n'était pas là, même ma famille n'était pas là. Puis avec quelques petits problèmes de santé que j'ai eu dernièrement, je fais la dialyse. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi la dialyse, c'est que mes reins ne fonctionnent plus. Donc, j'ai une machine qui, 1 nuit sur 2, je suis branché chez moi. Puis la machine traite mon sang et me le redonne. Ça fatigue. Puis à cause de ça, à cause de la dialyse qui est arrivée il y a 3 ans, mes priorités ont changé. C'est la santé en premier, la famille, moi et le travail. Mais comment tu fais pour manager tout ça? Parce que tu es beaucoup La sur le discipline, terrain. énormément. Les gens ne le savent pas, ils voient les réseaux sociaux, ils pensent que la vie de Jamil est facile. C'est beaucoup de discipline, beaucoup de travail et de vouloir. Puis qu'est-ce qui me motive, c'est ma famille, puis mes neveux, mes parents. Je prends soin d'eux. Donc, à chaque année, je me suis promis depuis 5 ans. Donc, j'ai les moyens, évidemment. Des fois, tu n'as pas les moyens, tu veux faire des choses.
Mais la chance, je touche du bois, j'ai les moyens d'amener toute ma famille en vacances. Donc, une semaine à 10 jours, une fois par année, ma mère, mon père, mon frère, sa femme, mes 4 neveux et nièces, on passe 24 heures sur 24 pendant 10 jours ensemble, n'importe où dans le monde. On a été à Walt Disney ensemble, on a été à Cancun ensemble, on a loué un chalet, on a été en Europe ensemble. Donc, pour moi, c'est ma famille qui me motive à travailler autant. Mhm. Puis j'aime ça prendre soin d'eux. Donc, c'est pour ça que je reste focus. Puis je vois dans leurs yeux, tu sais, des fois, ils ne réalisent pas les coûts que ça peut coûter, mais de voir le sourire de mes neveux et nièces. Tu sais, les jeunes, ils ne savent pas que ça coûte tel montant, tel montant. Mais d'être ensemble, de rigoler, d'avoir des expériences de vie, d'avoir des souvenirs. Puis, tu sais, une maman et papa, ils ne resteront pas là toute la vie. 100%. Donc là, ils ont l'énergie que je trouve. Donc, je dis, on va en profiter pendant qu'ils ont de l'énergie pour voyager avec nous. Donc, puis je veux que les enfants réussissent à des souvenirs de grand-maman, grand-papa. Mhm. Donc, voilà. Puis suite à cette dialyse, c'est quoi ta perspective par rapport à la vie et l'argent? On a une vie à vivre. Il faut la vivre à fond, sans faire de mal à personne. Exemple, j'étais dans l'hôpital. Quand mon problème est arrivé, j'étais à l'hôpital avec une urgence. Puis toute l'argent que j'avais du monde, je ne pouvais pas me sortir de l'hôpital. Donc, j'étais devant le plafond. Puis je suis resté 7 jours à l'hôpital. 7 jours branché. Mais là, je dis comme, waouh, j'ai cet argent-là, j'ai ce pouvoir-là, j'ai accès à plein de choses, mais la santé, tu peux pas l'acheter. Donc, suite à ça, je me suis remis et je dis, tu sais quoi, je vais vivre ma vie à fond. Des fois, les gens peuvent critiquer, ah, jamais la grosse montre, la grosse voiture, mais ils ne savent pas ma réalité que, tu sais, demain matin, tu sais, je peux être plus là, tu sais. Donc, des fois, ça prend un événement dans une vie pour te faire réaliser que, tu sais, la vie est précieuse, la santé est précieuse, la famille est importante. Ça, je ne l'avais pas mis, je comprenais, mais je ne l'avais pas mis en priorité avant ce problème-là parce que je fais de l'argent, puis je voyais mes parents de temps en temps. Mais maintenant, j'essaie de les voir une fois semaine ou une fois 2 semaines, j'essaie de souper avec eux. Tu sais. Puis eux, c'est pas l'argent qu'ils veulent, ils veulent voir de Jamil. Tu sais, ils veulent voir leur garçon, ils veulent voir comment ça va, tu sais, juste passer le temps. Des fois, je vais souper 1 heure et demie avec eux, puis je mange leur nourriture, puis ils me disent... Puis ils savent que j'aime le poulet, donc maintenant, ils font tout le temps du poulet. Ils disent, maman, il faut faire d'autres choses, là. Ah oui, mais je sais que tu aimes le poulet, donc tu sais, ils veulent me faire plaisir. Je dis, non, je vais manger, faites votre souper, je vais manger avec vous. Puis on dirait que la nourriture de mes parents, c'est encore meilleur que le restaurant. Toujours comme ça. Toujours meilleur. Toujours meilleur. Donc, Wow. voilà. Non, j'aime. Donc, c'est comme vous voyez, si moi je suis capable de faire tout ça avec ma maladie, puis la dialyse, tu sais, les gens ne le réalisent pas, mais c'est beaucoup. Puis je vais une fois par mois à l'hôpital pour des suivis parce que voir l'état, une fois 2 mois avec le médecin, des prises de sang. Donc, c'est. Puis quand je voyage, je dois préparer mon voyage. Je ne peux pas partir puis pas faire de dialyse parce que même en voyage, je fais la dialyse. Donc, la dialyse, c'est quand même une maladie assez connue. Donc, exemple, quand j'étais cette année à Las Vegas pour le congrès de Remax, ben, j'étais là une semaine. J'ai fait 3 traitements de dialyse de 4 heures. Donc, j'ai appelé l'hôpital avant, là-bas. Il y a plein de cliniques. Il y a plein de cliniques privées. Je m'en viens telle date, telle date. J'ai besoin d'avoir 3 traitements, lundi, mercredi, vendredi. On envoie le dossier médical avec mon hôpital ici. On va donc, c'est quand même La préparation. La préparation. logistique et tout. c'est minimum 1 mois, 2 mois d'avance. Tu ne peux pas partir demain matin à Vegas puis pas être préparé là. Ils vont dire, mais on n'a pas eu votre dossier, on ne sait même pas qu'est-ce que vous avez besoin. Parce que quand ils font la dialyse, c'est qu'ils mettent des produits dans le liquide pour nettoyer ton sang. Puis chaque sang est différent, chaque personne est différente. Ça se peut que quelqu'un ait plus de calcium, moins de potassium. Tu sais. Mentalement, comment tu fais pour keep up? Parce que je sais que toi, tu es un go-getter. Mais en ayant ce genre de situation, Ben, au début, je dis soit, il y avait deux options quand j'étais à l'hôpital. Je dis soit j'arrête l'immobilier parce que tu sais, la dialyse, ben, ça prend de ton temps, tu peux pas être disponible pour les clients. Ou soit je m'adapte à ma nouvelle réalité et je continue de foncer. Parce que quand j'ai eu la maladie, quand c'est arrivé, mais ma première année et demie, avant qu'ils mettent la machine chez moi, j'allais lundi, mercredi, vendredi à la clinique de 7h le matin à 1h de l'après-midi faire la dialyse. Après ça te fatigue, tu devais être reposé, mais moi j'allais travailler. Fatigué, une fois, je me rappelle, j'étais en inspection après ma dialyse, puis j'étais en train de tomber dans les pommes parce que mon corps j'étais en train de suer. Là, mon client me regarde et dit, ça va-tu? Je dis, oui, c'est juste la chaleur, mais je ne vous disais pas, je venais d'une dialyse. Donc, il faut être fort, il faut être fort mentalement pour faire ça, parce que ça fatigue. Puis vous voyez l'énergie que j'ai. Ouais, puis Ce soir, je fais mon traitement de dialyse, donc ce soir, après ma journée,
Je vais te rentrer à 9h chez moi, je prépare ma machine, je mets toi, puis ils m'ont montré à me le piquer moi-même, à mettre me dialyser moi-même. Donc, Wow. Mhm. On n'a pas vraiment étalé là-dessus, mais juste avec le background que tu as eu, le soccer et tout, la structure que tu as aujourd'hui, l'éthique de travail que tu as, malgré tout les challenges, les problèmes de santé que tu as, c'est tout à ton honneur, sincèrement. Puis encore une fois, merci beaucoup pour l'invitation. merci de l'invitation. Ben, C'est vraiment le fun de parler de moi. Ouais. J'adore parler de moi. Ouais. Donc, c'est le fun que vous posiez des questions. Puis, tu as raison, tu sais, dans n'importe quelle chose qu'on fait dans la vie, si on est discipliné, on peut réussir. Mhm. Il faut mettre de l'effort. Les gens mettent un peu d'effort puis arrêtent. Mais tu as raison, discipline, discipline, discipline et constance. Mhm. Puis Définitivement. est-ce que tu aurais un mot de la fin pour les auditeurs? Ben oui, si jamais les auditeurs veulent me contacter, me parler, je suis toujours ouvert à prendre un café. Je suis très facile d'approche. 100%. Ceci étant dit, merci d'avoir écouté cet épisode. Aujourd'hui, on était avec Jamil, top courtier. Vous pouvez le suivre sur Instagram. Si jamais vous êtes intéressé, vous avez des questions ou peut-être vous avez des projets immobiliers, ça se peut que vous avez un listing puis vous allez pouvoir discuter directement avec lui. Ceci étant dit, on se voit dans un prochain épisode. À bientôt.